Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Nous retrouvons aujourd'hui avec Jonathan Holler. Jonathan, bonjour. Nous Bonjour. échangeons, moi à Paris et toi au Texas, à Austin, ou près d'Austin, à Austin, je crois. Non, Jonathan, San Antonio. San Antonio, excuse-moi. Euh, Tu es directeur de communication pour un, on va dire, conseiller régional, mais plus élevé que conseiller régional, c'est County Commissioner, on dirait commissaire de comté. Tu es aussi PDG de l'entreprise Holler Strategies et ancien président du bureau Democrats Abroad France. C'est d'ailleurs par ce biais que nous avons eu la chance de faire ta connaissance. Jonathan, la première question, nous sommes à un peu plus de 4 mois de présidence Trump 2. Est-ce que tu peux, à grands traits, on rentrera peut-être plus dans le détail après, mais à grands traits, faire un premier bilan de ces 4 premiers mois déjà riches au sens négatif du terme? Bien sûr. Dès les premiers jours, Trump il gouverne par des décrets à un rythme inédit. On a vu plus de 135 ordres exécutifs en 100 jours. C'est plus que tout autre président au même moment de leur mandat. Et il fait tout ce qu'il peut pour imposer sa volonté de manière unilatérale et en contournant les garde-fous institutionnels. Et une thématique qui réapparaît souvent, c'est sa gouvernance qui est fondée sur la politique du ressentiment. Donc ça, c'est pas nouveau. Il s'alimente du sentiment de dépossession culturelle et identitaire d'une partie d'un électorat conservateur. Il construit un récit où les élites, les minorités, les étrangers, les institutions sont responsables du déclin américain. Donc, ils mettent beaucoup l'accent là-dessus. C'est une rhétorique victimaire qui sert à justifier des politiques qui affaiblissent les contre-pouvoirs démocratiques qui le bloquent. Donc, ce que moi, je trouve très intéressant, surtout avec les nouveaux personnages dans son équipe. C'est une vision qui s'inspire de l'âge d'or américain. C'est une époque du 19e siècle, bien sûr, où il y a eu le protectionnisme. Il n'y a pas eu de impôt sur le revenu. Et donc, eux, ils veulent revenir à cette époque parce qu'ils voient comme une époque où la puissance manufacturière était évidente aux États-Unis. Pourtant, l'histoire montre que les tarifs de l'époque ont freiné l'innovation et bénéficié au monopole plus qu'à l'économie réelle. Mais eux, ils veulent appliquer ce modèle du 19e siècle en baissant les impôts et en imposant les tarifs douaniers et ils pensaient pouvoir avoir un budget équilibré comme ça, mais on voit déjà que ils n'arrivent pas à avoir un budget équilibré si on regarde le nouveau projet de loi qui est en train de qui est débattu au sein du Sénat en ce moment. Ce projet de loi va augmenter la dette ce qui laisse déçus, qui rend un peu déçus certains supporters de l'équipe de Trump. Mais en gros, tout ce projet qui avait été annoncé par des personnes telles que Elon Musk, où on allait faire des coupes budgétaires qui étaient faciles à trouver. Tout ça, ça n'a pas réussi. Et Elon Musk, il a quitté l'administration récemment. Et donc, on n'a pas ces coupes-là, mais il paraît qu'on va quand même faire les baisses d'impôts. Donc, on aura les baisses d'impôts et on a les tarifs douaniers qui vont entrer en vigueur. Et ce sera une catastrophe économique pour les États-Unis et aussi pour les revenus de l'État. Bon, pour revenir un peu sur les thématiques, il tente de réécrire l'identité américaine parce que si on écoute son discours et on observe ses politiques,
On a l'impression que les étudiants étrangers n'ont jamais contribué à la recherche scientifique américaine, que les principes fondateurs comme l'habeas corpus, si je prononce ça avec un bon accent français, euh, c'est du latin, et où l'indépendance judiciaire ne sont pas constitutifs de la démocratie américaine, alors que bien sûr que si. Donc, il propose une vision nostalgique, réductrice et autoritaire de l'histoire nationale qui renvoie au 19e siècle et qui ignore un peu tous les avancées de la société américaine du 20e siècle. Euh, et aussi, je crois qu'on va en parler, mais il y a aussi son offensive contre les institutions intellectuelles et culturelles. Donc, toutes les universités comme Harvard, qui sont une source de connaissances qui alimentent la société civile américaine. Évidemment, il a dans le viseur les programmes DEI ou diversité, équité, inclusion et les médias et les ONG. Donc, il cherche à soumettre toutes les institutions à une fidélité personnelle et non à des principes républicains. Et donc, évidemment, moi, en tant que démocrate, j'ai peur parce que nous, on n'a pas une branche du gouvernement sous notre contrôle pour pour agir comme un contre-pouvoir. Heureusement qu'il y a les tribunaux qui ont, je crois que dans le mois de mai, ils ont euh, déclaré en faveur, ils ont il y a eu 96% des cas judiciaires que Donald Trump a perdu dans le mois de mai. Donc, il y a pas mal de ces ordres exécutifs qui sont bloqués, mais il va pas s'arrêter là. Il se fatigue pas. L'autre contre-pouvoir, ce sont les marchés. Les marchés obligataires, on a vu avec ces tarifs soi-disant réciproques qui réalité ne le sont pas parce qu'ils sont basés sur les déficits euh, trade deficits, les déficits d'échange et des déficits commerciaux et non pas sur les tarifs des pays visés. Ces tarifs-là, ils vont être peut-être bloqués même par des tribunaux, hein. Mais on l'a vu reculer, Trump, on l'a vu reculer à cause des marchés obligataires. Euh, donc, c'est les investisseurs qui, évidemment, ils craignent les effets de ces tarifs. Et le pouvoir des États-Unis d'agir dans le monde est beaucoup lié à ses treasuries, à sa façon de manipuler la dette et sur les marchés. Donc là, il peut pas aller trop loin, je crois. Euh, et je crois que avec tout ça, on voit qu'il tente de faire une refondation idéologique du pays. Ça va être intéressant de voir comment ça va évoluer dans les 3 prochaines années, trois et demi, 3 années et demie, parce que ça fait beaucoup pour juste quelques mois. On voit qu'il est déjà en train de perdre un peu de ses supporters, comme Elon Musk ou telles que certaines personnalités à droite qui le critiquent sur beaucoup de côtés. Donc, oui, je crois que juste parce que ça commence comme ça, il- je crois que beaucoup de choses vont évoluer dans les années à venir. Il va perdre des alliés. Merci, Jonathan. On peut l'espérer. Là, tu as brossé un peu ce qu'on pourrait dire la philosophie générale de la gouvernance Trump 2 avec ses multiples attaques pas verbales, budgétaires, réglementaires, etc. contre les institutions, la science, la culture, l'éducation. Tu as évoqué Harvard ou Columbia en plus quand même je dirais les universités prestigieuses internationalement connues.
est-ce que donc cette philosophie générale qui se décline par ces attaques incessantes et verbales et budgétaires, etc., est-ce que c'est n'incarne-t-elle pas une dérive autoritaire plus qu'inquiétante? Et est-ce que l'état de droit, même si la justice apparaît comme un des derniers contre-pouvoirs avec ce que tu as dit, les marches obligataires, est-ce que l'état de droit n'est pas sérieusement remis en cause aux États-Unis aujourd'hui avec cette présidence? Il reste un peu de temps pour voir. Je crois que, étant donné les prises de parole de J.D. Vance et d'autres conseillers, euh, on voit évidemment une résistance envers l'idée que le pouvoir judiciaire puisse bloquer les actions de la branche exécutive. Peut-être une sorte de révision d'une tradition judiciaire qui est là depuis le début du 19e siècle. Euh, donc, inquiétant. Et il y a toujours le cas des personnes expulsées vers El Salvador, surtout ce monsieur qui vivait aux États-Unis depuis longtemps et sur lequel tout le monde est d'accord que c'était pas un criminel. Il s'avère que c'était pas le seul qui a été expulsé, qui n'était pas un criminel, qui n'avait pas de casier judiciaire. Euh, et donc, il y a eu plein d'articles récemment sur des communautés euh, au- dans des petites villes aux États-Unis où les gens, ils ont voté pour Trump à la campagne, dans les communautés rurales, qui se rendent compte que même si eux, ils voulaient avoir une politique migratoire plus stricte, ils pensaient pas que ça allait être leurs voisins, ça allait être les gens de la communauté qui étaient tout à fait respectables et qui étaient les amis de leurs enfants, etc. Ils pensaient que la priorité, que l'accent allait être mis sur les membres des gangs, des cartels, tous euh, les, les personnages un peu clichés qu'avait proposé, que citait Donald Trump dans son discours haineux. Donc, et il s'avère que c'est pas le cas. Et il y a une sorte de sentiment de peur qui est en train de s'étendre sur même juste les personnes comme les étudiants étrangers, les gens qui sont là tout à fait de manière légale et qui craignent que pour leur sécurité et pour l'avenir de leur famille. Donc, ce sont aussi des choses comme ça qui, comme, à mon avis, vont faire monter les résistances des électeurs. Et donc, voilà. Alors du coup, Jonathan, par rapport à ce que tu viens de dire, quelles sont, et c'est la troisième question, quelles sont les réactions de la société civile américaine, alors je pense plus association, etc., mais de l'opinion publique? Est-ce que dans les sondages se traduit déjà un recul dans le soutien à Trump? Enfin, comment ça se traduit, et en termes d'action de la société civile américaine organisée et de l'opinion publique, avec évidemment en ligne de mire les midterms, mais bon, dans un an et demi, quand même, presque un an et demi. Euh, la société civile américaine, c'est, il y a eu une sorte de mobilisation. C'était un thématique au début parce qu'on a vu tous ces coupes budgétaires quand Elon Musk est arrivé pour euh, couper les financements de l'agence USAID, par exemple. Donc, il y a une sorte il y a des agences d'État qui travaillent avec les ONG et qui font du travail en ce qui concerne l'égalité l'égalité et les droits humains. Euh, les tribunaux, sont intervenus pour protéger en ce qui concerne l'existence de cette agence USAID. Euh, mais
et tu as cité Harvard tout à l'heure. Et Harvard, ils ont su résister jusque-là, mais même si l'administration n'arrive pas à faire céder euh, Harvard, parce que Harvard, c'est l'université la plus riche des États-Unis, et ils ont un fonds qui vaut des centaines de milliards de dollars, voire peut-être plus. Euh, l'Université de Columbia, ils ont cédé à la pression du gouvernement en supprimant des programmes diversité, équité et inclusion. Et donc, ça, c'est un exemple de cet effet dissuasif que tous ces actions de l'administration peut avoir. On note, on constate que ce mois-ci, c'était le mois des fiertés. Et curieusement, il y a beaucoup moins de fêtes de ce mois de fierté. On peut regarder sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de logo colorié. Donc, ça, c'est peut-être les choses les moins graves, on va dire, c'est superficiel, mais c'est un signe que les entreprises n'osent pas s'exposer à des sanctions de l'administration. Et tout ce programme de l'État pour supprimer ces programmes d'inclusion qui étaient très courants au sein de la société civile et au sein des entreprises. Et, euh, et l'autre, à part les programmes DEI, l'autre question, c'est aussi le sujet de Gaza et la guerre en Israël, et la guerre en Palestine et entre Palestine et Israël. C'est aussi un prétexte de l'administration pour excuser les étudiants et contrôler la liberté d'expression au sein des universités. Donc, on a vu ça sur les grands campus universitaires et Harvard et d'autres universités. Ça va être intéressant de voir comment ils vont réagir pour protéger ces libertés d'expression. Euh, mais c'est c'est triste. En ce qui concerne les associations à but non lucratif, ils se préparent en ce qui concerne l'accessibilité aux fonds parce que ils savent que le gouvernement fédéral va ne va pas donner les moyens de financement pour aider les pauvres, les populations vulnérables. Donc, les associations, elles se tournent vers les collectivités et les États. Ils mettent l'accent sur la protection juridique et la documentation des atteintes aux libertés. Donc, c'est un nouvel ère de l'histoire américaine. Et je crois qu'on avait vu que ça allait arriver avec le projet 2025. Ça montre que Donald Trump, il est beaucoup plus préparé en 2025 qu'il ne l'était en 2017. Et il a un entourage plus expérimenté, des gens qui ont écrit et ont théorisé ce démantèlement de l'État-providence depuis longtemps. Alors, face à comment dire, à cette espèce de bulldozer réactionnaire de Trump, là tu as évoqué les réactions de la société civile. Et côté Parti démocrate, à part, on a vu Bernie Sanders et AOC, enfin Alexandria Ocasio-Cortez, faire une tournée des États-Unis avec apparemment dans le nombre de meetings beaucoup de monde, hein. On évoquait 30, 40, voire 50 000 personnes. Donc il y a quand même une demande chez nombre de citoyens américains qu'une opposition forte s'exprime. Mis à part ces deux personnalités ou des gens comme Cory Booker qui a été avec son très long discours de 24-25 heures au Sénat. Mais qu'en est-il je dirais, de la stratégie, s'il y en a une, du Parti démocrate,
presque 5 mois après enfin, 7 mois après la défaite et 5 mois après l'arrivée le retour de Trump. Qu'en est-il donc du Parti démocrate au niveau fédéral, mais aussi au niveau des États fédérés? Enfin, par exemple, toi, au Texas, enfin, dis-nous un peu, Jonathan. Euh, ben, je peux pas dire qu'il y a une stratégie cohérente. C'est quand même un parti politique qui doit représenter des millions de personnes à travers un très grand pays. Mais ce que font Bernie Sanders et Alexandria Ocasio-Cortez, c'est assez familier, hein, c'est leur posture qu'ils ont toujours eue, d'une résistance frontale aux politiques de Trump. Et c'est les meilleurs pour maintenir un sorte d'engagement militant. Donc c'est normal. Ça contraste avec la posture de Chuck Schumer au Sénat été très, qui a été très critiqué pour avoir un peu, pas collaboré, mais coopéré avec l'administration sur un petit projet de loi budgétaire il y a quelques mois. Euh, Tout ça pour dire que, il y a ça, ces deux extrêmes, et entre les deux, le parti est en train de faire un peu d'introspection. On a une approche un peu plus discrète qu'en 2017. Euh, tu sais, Napoléon, il a dit ne jamais interrompre un ennemi en train de faire une erreur. Donc il y a un peu cette attitude, mais c'est une attitude un peu facile à avoir quand on n'a pas de pouvoir, hein. Au Congrès, on n'a pas la Cour suprême et il nous manque quelques États aussi. On est en train de faire des études internes pour comprendre pourquoi on a perdu certains groupes d'électeurs. Récemment, il y a des études qui ont été faites sur les jeunes hommes, les jeunes hommes âgés de 18 ans à 29 ans, pourquoi eux, spécifiquement, ils se tournent vers le Parti républicain. Mais malheureusement, presque tous les groupes démographiques, euh, lors de l'élection dernière, ont glissé légèrement vers le Parti républicain. Mais moi, je crains qu'on fasse une surinterprétation des résultats. Parce qu'il faut quand même avouer que Kamala Harris n'était pas le meilleur candidat, que comme tous les grands pays démocratiques, il y a eu un changement à la tête de l'État, au moins parlementaire aussi. Donc, c'était pas, c'est un contexte exceptionnel, mais qui n'était pas particulier au Parti démocrate, mais c'était une confluence de facteurs qui se reproduiront peut-être pas en 2028. Donc, c'est de ça que j'ai peur, moi. Euh, pour revenir au Texas, par exemple, il y a une représentante, une députée, je veux dire, pardon, qui est très médiatisée en ce moment. Elle s'appelle Jasmine Crockett. On a l'impression que c'est un peu la Ocasio-Cortez du Texas. Elle, euh, elle, elle gêne certaines personnes avec sa façon de parler. Elle a un franc-parler, mais elle a aussi fait quelques remarques qui n'étaient pas très politiquement correctes sur le gouverneur du Texas. Je vais pas le répéter, mais ça allait avoir avec sa situation de handicap. Mais bon, avec les médias aujourd'hui, parfois c'est ce genre de remarques qui attirent l'attention et qui peuvent faire un peu la bataille médiatique avec Trump. Parce que on a vu hier soir cette situation budgétaire qui gênait les gens de droite parce que ils vont peut-être pas avoir les voix au sein du Sénat pour le projet budgétaire. Trump, il a changé le sujet en faisant une annonce d'une interdiction de voyager pour 12 pays, une interdiction sur le sol américain des ressortissants de 12 pays. Euh, donc
personne n'y attendait cette annonce. Et donc, ça va occuper l'espace médiatique pendant une semaine et laisser les gens travailler, les républicains travailler tranquillement au sein du Sénat. Euh, donc, parfois, il faut avoir des personnages un peu plus clivants pour contester cette occupation d'espace médiatique par Donald Trump. Un autre exemple intéressant de ce qui se passe, c'est Gavin Newsom, le gouverneur de Californie. Moi, personnellement, je ne pense pas que ce soit un bon candidat présidentiel parce qu'il représente un peu ce que une grande partie d'Américains détestent chez les démocrates. C'est un peu la gauche caviar à l'américaine. Mais on voit qu'il se prépare à quelque chose parce qu'il a lancé un podcast où jusque-là, il fait des interviews, des conversations avec beaucoup de personnages, des personnalités de droite comme Steve Bannon et Charlie Kirk. Il passe 2 heures à parler avec eux, euh, faire le chat avec eux. C'est intéressant à écouter. Je sais, donc ça c'est aussi une autre approche, une sorte de main tendue, une tentative de dialogue avec ceux qui sont pas d'accord avec nous sur plein de sujets, mais il essaie de créer un dialogue, tout évidemment en se positionnant. Il voit que c'est dans son intérêt et il essaie de se rebrander, je crois, en tant que gouverneur de droite. Parce que, vous savez, l'État de Californie, ça représente quelque chose qui a été assez ciblé par les MAGA. Cette notion d'un État très interventionniste et des valeurs peut-être les plus progressistes comparées au reste des États-Unis. Donc, voilà. Ma dernière question, Jonathan, serait un peu, si tu es d'accord, faire un peu de politique fiction en partant du contexte actuel que tu as bien décrit là. C'est en vue il y aura peut-être des élections intermédiaires, mais les midterms de novembre 2026. C'est vraiment de la politique fiction, ça paraît loin, mais par rapport aux tendances, aux oppositions qui se construisent, même en interne au camp républicain, comment tu vois les choses, enfin, c'est déjà ce qu'indiquent les sondages et comment toi vois-tu les choses peut-être évoluer et se passer dans 18 mois, enfin un peu moins de 18 mois. Je pense que moi j'avais mentionné que Trump il avait fait les plus d'ordres exécutifs que tout autre président au même moment de son mandat. Mais aussi à la fin de ses 100 jours, il avait un taux de favorabilité euh, peut-être les plus bas de tout autre président aussi. Donc, les sondages sont pas très convenables pour lui. Donc, je pense pas que ça va augmenter dans l'immédiat. Euh, Parce comme j'ai évoqué, il est en train de perdre certains de ses supporters et il- tout ce qui sort de la Maison Blanche, c'est une cacophonie de voix et de positions. Il y a rien de cohérent. En termes d'économie, euh, Trump, je crois que Scott Bessent avait promis 100 accords commerciaux en 90 jours quand il avait mis en pause tous ces tarifs douaniers. Et on voit il y a eu qu'un seul accord qui a été signé jusqu'à présent, c'est avec le Royaume-Uni. Et je ne pense pas que ça change grand-chose pour l'économie américaine. Donc je m'attends à une fuite des capitaux étrangers dans un climat d'instabilité politique et économique, parce qu'il y a un manque de confiance des investisseurs internationaux. Je pense qu'il va avoir quand même une hausse de l'inflation. Hier, les tarifs sur l'acier et l'aluminium sont entrés en vigueur.
La conséquence, c'est que les prix de construction et tous les biens manufacturés aux États-Unis, parce que c'est ce que Trump il avait promis, qu'il va y avoir plus de biens manufacturés aux États-Unis. Donc, même s'ils sont manufacturés aux États-Unis, ils vont être plus cher qu'on y qu'on y attendait à cause de ces tarifs douaniers. Non. Je crois qu'il va avoir on sait qu'il va y avoir, quoi qu'il arrive avec ce projet de loi, une hausse de la dette publique. Donc, je vois pas les États-Unis regagner euh, la, son rating de Moody's et les agences notaires. Euh, Pourtant, il y a eu des pourparlers avec les démocrates. Je crois que Trump récemment, il a dit qu'il était d'accord avec la sénatrice Elizabeth Warren pour éliminer le plafond de la dette, qui est toujours un sujet chaque fois qu'il y a des discussions annuelles sur le budget. Et c'est souvent ça qui fait peur aux agences notaires, les investisseurs, c'est l'idée que le gouvernement pourrait faire faillite parce qu'il peut pas monter le plafond de dette. Donc ça, c'est peut-être dans les scénarios. Pourtant, ça ne veut pas dire que la dette en soi ne sera pas un problème pour les investisseurs. Euh, D'autres facteurs, c'est évidemment des mobilisations et des grèves et des contestations. Je crois que ça va monter avec toutes les expulsions des migrants. Il y a eu plein de mobilisations récemment, il y a quelques semaines, dans tous les États-Unis. Je crois que même en France, il y a eu certaines manifestations par mes confrères Democrats Abroad France. Euh, et donc, je crois que ça va continuer. Euh, Malheureusement, en même temps que l'inflation, il va y avoir de l'instabilité au marché de l'emploi, je crois, juste à cause du fait que le gouvernement américain n'a pas de plan pour l'intelligence artificielle qui arrive. Plein d'entreprises ont fait des licenciements récemment. Il y a eu des titres ce matin qui sortaient que ça a augmenté de 47% dans le mois de mai, les licenciements. Euh, donc ça commence et je crois pas que le gouvernement américain a la mentalité pour protéger les employés et pour faire face à cette crise qui arrive. Son approche, c'est plutôt euh, une approche mercantiliste des États-Unis contre la Chine, contre l'Europe, en termes de concurrents dans le digital. Et il se focalise pas du tout sur les effets sociétals et économiques que peut avoir l'intelligence artificielle. Voilà. Eh bien, écoute, Jonathan, un grand merci pour une situation un peu compliquée et peu enthousiasmante pour l'instant, mais gardons confiance, comme on dit, le combat continue. Un grand merci. Écoute, je pense qu'on aura avec plaisir l'occasion de renouveler l'exercice. Merci beaucoup, Jonathan. Merci beaucoup.